Intéressé à la responsabilité sociale des entreprises, mais cette fois sous l'angle de la mondialisation et des chaînes de valeur. Cet après-midi, nous avons le grand plaisir de recevoir 4 panélistes de renom. Madame Nolivre Delano, qui nous vient de l'Université de Laval, qui est professeure assistante là-bas et qui est surtout présidente de Force Jeunesse. Merci. Monsieur, je vais dans l'ordre. Monsieur Sylvain Zini, qui vient de l'Université du Québec à Montréal, de l'UQAM, qui est chargé de cours et qui est surtout chercheur au CEIM. Merci. Madame Isabelle Martin, qui vient de notre école des relations industrielles, qui est professeure adjointe. Merci d'être là. Et enfin, non des moindres, monsieur Legor Murray, qui est professeur titulaire dans notre école et surtout directeur du CRIT. Merci à vous 4. Puis on va essayer cet après-midi de s'intéresser, pardon, excusez-moi, à la question de la mondialisation, mais parce que, en fait, aujourd'hui, avec le néolibéralisme, les entreprises ne sont plus bornées à un territoire et surtout, elles s'inscrivent plus comme une unité unique, mais elles ont des fournisseurs, des clients, parfois des filiales, parfois des succursales, et elles développent ainsi des activités transnationales que l'on appelle des chaînes de valeur. Ces chaînes de valeur peuvent être également circonscrites dans un territoire unique, par exemple le Canada, mais elles peuvent prendre une forme mondiale. Nous, on va s'intéresser à la fois à celles qui sont mondiales et à celles qui peuvent être juste d'un point de vue local. Notre intérêt va être sur la question des déterminants des politiques de RSE pour ces entreprises qui, justement, sont transnationales, grandes ou multinationales. Et à cet égard, notre première question va être de savoir si la responsabilité sociale des entreprises est un instrument de légitimation pour ces grandes entreprises, un instrument de reconnaissance. Et on va commencer par Madame Isabelle Martin. Merci. Tout d'abord, je voudrais dire merci de l'invitation, merci de l'organisation de ce projet. Je trouve que c'est une très belle initiative des étudiants. Donc, ma perspective à moi, vous me direz si ça marche. Ma perspective à moi, c'est celle du droit du travail, parce que c'est ce que j'enseigne. Alors, c'est donc une perspective plus juridique que je vais vous proposer. Et aussi, c'est celle de la gouvernance des entreprises. Alors, c'est dans ce cadre-là que j'aborde surtout la responsabilité sociale des entreprises. Alors, est-ce que la RSE apporte reconnaissance et légitimité, légitimation aux entreprises? Bien, la réponse, c'est clairement oui. On n'a qu'à voir comment le pacte mondial a été promulgué, comment il est... sa notoriété tant de l'ONU que du pacte mondial vient de son affiliation avec des grandes entreprises et comment, par un effet miroir, les grandes entreprises qui participent au pacte mondial sont devenues des acteurs légitimes sur la scène internationale, ce contre quoi, en droit international, on s'était battu pendant des années pour empêcher que les entreprises aient une personnalité juridique. Alors, pas juste pacte mondial, code de conduite, que ce soit le membership aussi des principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, la participation à ISO 26000, il y a toutes sortes de façons, la RSE fournit des façons d'être vue, agir de façon appropriée aux entreprises. Et la légitimité, c'est le miel pour attirer les entreprises vers la responsabilité sociale. Ça donne une légitimité micro aux entreprises. Chacune des entreprises bénéficie de légitimité. Et ça donne une légitimité, on peut dire, macro au système néolibéral dans lequel les entreprises s'inscrivent. Ce système devrait bien fonctionner puisqu'il permet la responsabilité sociale des entreprises. Les mécanismes de responsabilité sociale des entreprises sont aussi des mécanismes stables sur la légitimité. On s'identifie à un groupe, on fait partie du pacte mondial, on utilise le GRI, le Global Reporting Initiative, on l'écrit sur notre rapport annuel.
c'est du modeling, encore une fois, n'importe qui était avec une tribu d'adolescents sait ce que c'est le modeling. Les entreprises le font aussi, que ce soit aussi pour vanter les éloges des entreprises qui font la RSE ou pour... on est toujours en train d'utiliser des mécanismes de légitimité. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas que les entreprises qui bénéficient de cette légitimité-là. Il y a aussi à l'intérieur des entreprises les dirigeants, particulièrement ceux du conseil d'administration, qui sont dans le modèle théorique de la RSE, ceux qui sont les médiateurs entre les divers intérêts des parties prenantes. Alors, et le rempart contre le court-termisme des marchés financiers. Alors, en donnant plus de pouvoir aux administrateurs, la RSE leur donne la légitimité d'être ces nouveaux monarques médiateurs entre les parties prenantes. Et elle donne aussi de la légitimité aux investisseurs, aux actionnaires qui peuvent, en soutenant des initiatives de responsabilité sociale, accroître les pressions dans les entreprises pour implanter davantage d'initiatives de RSE et demander qu'on leur donne davantage de pouvoir dans la gouvernance d'entreprise sous prétexte de faire avancer ces initiatives de RSE. Mais évidemment, on peut servir de ces pouvoirs-là pour faire autre chose aussi. J'arrête là-dessus. Merci. On va poser la même question à Madame Delannon parce que elle est plutôt dans l'angle managérial et c'est intéressant de voir le point de vue juriste versus le point de vue managérial. Oui, effectivement, c'est très intéressant. D'ailleurs, je tiens quand même à prendre le temps de remercier les enfants des possibles pour cette initiative. Je pense qu'il faut créer davantage d'occasions pour les chercheurs de différentes disciplines de se parler. La responsabilité sociale se prête tout à fait à un exercice d'interdisciplinarité. Je n'ai pas souvent l'occasion d'échanger avec des personnes à l'extérieur du monde de la gestion, donc j'en suis ravie. Et il va sans dire que moi je vais avoir une perspective un peu différente, bien que critique, parce qu'il y a des gens critiques aussi dans les écoles de gestion, et c'est important de le dire. Alors, je sais que hier, il y a eu notamment une séquence sur ce qu'est la responsabilité sociale des entreprises. Je n'étais malheureusement pas présente, j'étais à Québec, j'avais une bonne excuse, mais je prendrai quand même le temps de dire quelques petites choses sur la responsabilité sociale des entreprises, qui est un concept qui fait débat depuis 60 ans, depuis l'ère moderne de la RSE qui date du début des années 50. Il y a beaucoup de débats sur ce que c'est que la responsabilité sociale des entreprises. Ça renvoie à la question plus fondamentale de ce qu'est le rôle de l'entreprise. Évidemment, dans les écoles de gestion, on a tendance à le limiter à celui de production de valeur et de maximisation de profit, mais heureusement, ce n'est pas que cela. Et il y a évidemment des chercheurs, notamment dans les écoles de gestion, qui se posent la question de ce que c'est véritablement que la RSE. Une chose est sûre, c'est que globalement, dans le monde du management, ce qui fait consensus, c'est que la RSE, c'est le volet volontaire de l'action des entreprises au-delà de la loi. Donc une entreprise qui se contente de se conformer aux nécessités, à ce que lui impose la loi, n'est pas une entreprise socialement responsable. C'est juste une entreprise, comme tous les citoyens, qui respecte la loi. Donc la responsabilité commence, la RSE commence là où la loi s'arrête en principe, et ça fait quand même globalement consensus. Une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce que la RSE? Pourquoi est-ce que les entreprises font de la RSE? Pourquoi est-ce qu'elles s'engagent en RSE? L'une des critiques souvent formulées, c'est que effectivement c'est un instrument de légitimation, de maintien du modèle néolibéral, une façon pour les entreprises de répondre aux critiques qui leur sont faites pour éviter qu'on remette en question le système global dans lequel on vit. C'est effectivement une partie de la réponse. Mais moi je crois qu'il y a plusieurs façons d'aborder la responsabilité sociale des entreprises. Quand on apprend du point de vue purement stratégique, donc où l'entreprise va chercher des situations gagnant-gagnant, où elle va faire ce qui va lui permettre d'avoir une belle image dans l'espace public, l'accord, le soutien des gouvernements, le silence des employés, etc. On est dans cette logique, effectivement, cette logique est décriée. Par contre, si on aborde les choses d'une manière un peu plus critique, et notamment si on se demande comment est-ce que la responsabilité, la RSE, crée de nouveaux
espace pour permettre aux parties prenantes d'entrer dans l'entreprise, d'avoir des exigences nouvelles, forcer les entreprises, notamment dans des contextes où les gouvernements ne jouent pas le rôle qu'ils devraient avoir, parce qu'on a tendance à regarder ce qui se passe par exemple dans le milieu dans lequel on vit, où on a des lois comme suffisamment protectrices, même si on sait qu'elles ne le sont pas toujours assez. Mais il y a aussi des pays dans lesquels les lois sont très très insuffisantes, ou même quand il y a des lois, elles ne sont pas appliquées. Et dans ce contexte-là, la RSE peut être un outil pour des acteurs d'aller chercher des bénéfices ou des protections supérieures à ce que les gouvernements pourraient leur proposer. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important à garder en tête. Et moi, je vois la RSE comme un moyen de pousser plus loin les frontières des obligations auxquelles les entreprises sont assujetties, pourvu que l'on comprenne les règles dans lesquelles les entreprises interviennent et que, évidemment, on outille les parties prenantes pour qu'elles repoussent sans arrêt les limites de ce que font les entreprises du point de vue environnemental, social et évidemment économique. Donc je m'en tiendrai à cela pour le débat. Merci Madame Delano. Je vais passer la parole à M. Zini parce que j'aimerais savoir si vous considérez que la RSE est un moyen d'augmenter le capital de l'entreprise en tant que politologue ou pas. Bien, alors je merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Merci pour ce colloque fort intéressant par ailleurs. Donc, pour ce qui me concerne, donc vous me parliez du côté politologue. Moi, j'ai un double chapeau. Je suis économiste de formation, politologue par la suite. Donc, j'ai deux perspectives qui viennent m'occuper lorsque j'étudie les questions de gouvernance, plus spécifiquement gouvernance du travail dans la mondialisation. Et à ce titre, hein, donc pour revenir à la question, il y a un certain nombre d'éléments, de prémices qu'il faut bien comprendre dans le contexte qui nous occupe. Le premier élément, c'est que la mondialisation est là. Elle existe, elle prend des formes, et du point de vue de l'entreprise, effectivement, ces fameuses chaînes de valeur, on n'est plus dans un modèle d'entreprise hiérarchique tel qu'il existait encore peut-être il y a une trentaine d'années, et de plus en plus le réseau est devenu la modalité, pas nécessairement tout à fait hégémonique, mais en croissance hein, dans le cadre de cette économie mondiale. Et le contexte aussi, c'est des idées hein, qui ont longtemps véhiculé un préjugé favorable aux acteurs privés, à leur capacité à créer des richesses, et le faire même peut-être dans un contexte où elles n'ont pas besoin hein, de règles et de normes. Je reviendrai sur cette question-là pour la deuxième question. Ces idées-là ont eu du succès, peut-être aujourd'hui, elles sont moins dominantes que ce qu'elles l'ont été, mais elles ont produit des effets. Et la responsabilité sociale, jusqu'à un certain point, c'est une thématique qui a été poussée dans ce cadre où on présupposait la possible autorégulation des acteurs du marché. Hein, cela dit, qu'est-ce que c'est que la responsabilité sociale et finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer hein, de cette logique de responsabilité sociale et moi, je distinguerai stratégiquement dans le cadre de mon propos hein, que la responsabilité sociale, c'est d'un côté une pratique hein, dont on peut contester l'existence, la légitimité, et c'est aussi peut-être, ce sera ça que j'essaierai d'approfondir surtout, un potentiel. Un potentiel pour trouver de nouveaux moyens hein, d'essayer de réguler un ensemble de choses qui ont été dérégulées dans le cadre de la mondialisation et ou de politiques néolibérales. Ce n'est pas que les marchés, c'est aussi les États qui parfois ont laissé plus de place au marché. Donc dans ce contexte, une pratique et un potentiel, revenir sur la pratique, il y a au moins trois choses qu'on peut faire puis se déclarer comme entreprise socialement responsable. La première façon de le faire, hein, c'est la déclaration d'intention. J'entendais ce matin parler d'un outil de marketing. Et bien évidemment, certaines entreprises font ça, hein, utilisent ce vocable de responsabilité sociale sans faire émerger un certain nombre de conséquences pratiques, hein, c'est-à-dire un ensemble de pratiques à l'échelle du réseau qu'elles exploitent pour donner du contenu, en quelque sorte, à cette responsabilité sociale. Et à ce titre, cette façon de faire, bien évidemment, est-ce que c'est un moyen de légitimer l'entreprise
Probablement. Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable en soi pour les autres acteurs? Bien évidemment, on s'engagerait sur cette voie avec plus d'hésitation. Par contre, il y a deux autres façons de faire la responsabilité sociale ou de s'engager dans cette voie-là. Ce serait par le biais d'une politique d'entreprise, auquel cas il faut, si on s'engage dans une politique de responsabilité, rendre des comptes. Donc là, à ce moment-là, peut-être qu'il y a une prise supplémentaire qu'on pourrait avoir sur cette logique de responsabilité sociale. La troisième façon, et qui, à mon avis, peut-être serait à creuser, c'est que si on se dit socialement responsable, ça nécessite de pouvoir faire valider ça par un tiers. On fait bien appel à des audits pour vérifier que la comptabilité est belle. Pourquoi pas, et c'est déjà le cas dans certains cas, appeler à la mobilisation de tiers pour essayer justement de démontrer que ce contenu-là, il est véritable. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, et chacun de ces trois niveaux de responsabilité sociale n'a pas le même jugement, à mon avis. La déclaration d'intention étant simplement un outil de marketing, plus on avance dans les niveaux, plus il y aura peut-être du potentiel à ce que ces entreprises ne soient plus simplement des autoproclamés socialement responsables, mais qu'on y mette quelque chose de contenu. Et à ce moment-là, si le contenu est là, que l'entreprise soit légitime par le biais de sa responsabilité sociale, si le contenu est là, j'ai moins de difficulté à accepter cette légitimité. Merci. Monsieur Murray, vous avez entendu le point de vue juridique, le point de vue gestionnaire, le point de vue du politologue économique. Vous, en tant que représentant des relations industrielles. Ah bon? Bah oui. Quelle responsabilité? Ah, c'est une grosse responsabilité. Alors, si on changeait de titre et on disait, est-ce que la négociation collective est un instrument de reconnaissance ou de légitimation des entreprises le long des chaînes de valeur? Comment ça changerait votre perspective? Je pars un coup de là, dans le sens que l'effort de faire la régulation sociale du capital des entreprises a une longue histoire. En partant des premières régulations du droit corporatif, qui est à la fois des formes de légitimation, de reconnaissance, mais aussi des formes de contraintes face aux dérives de tout ordre. Je dirais que dans ce débat, on a d'un côté entitlement, c'est l'expression anglaise que j'aime, ce qui est dû, et de l'autre côté, la responsabilité. Et bien sûr, il s'agit en quelque sorte des opposés, des antonymes entre ce qui est dû, c'est j'ai le droit de faire ça, et d'exercer une responsabilité quelconque. Et je trouve que ça traverse les propos. Du côté d'entitlement, il n'y a pas de plus bel exemple pour moi que le cas de Texaco Chevron en Équateur. Et peut-être vous le connaissez, c'est sur le plan environnemental, c'était dans les années 80, je crois, avant que Chevron achète Texaco. Mais entre-temps, la Cour locale en Équateur recommande des réparations de 8 à 16 milliards de dollars à l'égard de Texaco en raison des déversements de déchets toxiques autour de ces installations en Équateur. Il y a dès lors un lobby puissant à Washington qui se mobilise en disant mais justement il faut proférer des sanctions à l'égard de l'Équateur pour le mauvais comportement de son tribunal. Et le lobbyiste a dit à peu près le suivant, que une telle sanction constituerait un précédent dangereux pour d'autres entreprises multinationales. L'enjeu fondamental de l'étude, selon les lobbyistes, est celui d'un mauvais traitement d'une entreprise américaine par l'Équateur. Pour poursuivre la citation, on ne peut permettre aux petits pays de faire jouer des grandes entreprises comme celle-ci qui ont fait des investissements importants à travers le monde. Alors, vous voyez, c'est la logique est totalement inversée. On est en train de dire une entreprise ne peut pas être victime comme ça
des tribunaux locaux et des droits locaux parce qu'on fait des investissements. Ça, c'est vraiment entitlement. On a une autre posture que je appellerais l'aveuglement volontaire. Et nous en sommes tous coupables si vous avez un iPhone, un iPad, un Mac, un MacBook Pro, et vous me suivez. Parce que je parle de Foxconn ou de Haihun en Chine, et là, parce que vous voulez vos outils de travail ou de plaisir quand vous les voulez, et surtout vous voulez avoir le modèle le plus récent, et vous voulez l'avoir avant Noël, tandis que Apple lance un nouveau produit au mois de septembre, au mois d'octobre, et ce n'est pas disponible avant le mois de novembre. Et le résultat net, c'est que les travailleuses, surtout les jeunes femmes qui travaillent chez Foxconn, souvent à l'âge de 17, 18, 16, 15 ans, doivent faire des semaines de 80 heures, de 85 heures, et le résultat net, c'est un épuisement professionnel qui s'est traduit par 13 suicides dans différentes installations de Foxconn pendant un certain temps. Et Apple, c'est notre sous-traitant. Alors là, on est dans l'angle de la chaîne de valeur, sauf que depuis 2013, Apple a ressenti la pression et commence à organiser une réponse sur le plan de la responsabilité sociale parce que ça passe pas. Alors, Foxconn n'est pas un modèle de responsabilité sociale, ça c'est clair, et il y a un aveuglement volontaire aussi de la part des autorités chinoises à l'égard de leur propre droit du travail. Une troisième posture est celle de Nike. Et j'étais l'année dernière au Vietnam et j'ai pu parler avec des hauts dirigeants de Nike au Vietnam. Et ils n'ont que 325 000 personnes qui confectionnent des souliers au Vietnam. C'est 70% de la production mondiale des souliers de sport de la part de Nike. Et il y en a plusieurs qui ont de tels produits. Et là, je pourrais dire que Nike, et on est loin du documentaire de Michael Moore quand il fait des entretiens en couchage avec Phil Knight dans les années 90 et il dit mais qu'est-ce que c'est ridicule de quoi vous parlez. Maintenant, Nike a une capacité ultra sophistiquée sur le plan de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et c'est intéressant parce qu'il jugeait, et ça c'était l'aspect intéressant de l'accord de partenariat transpacifique qui impliquait l'accès du Vietnam vers le marché américain. Évidemment, Donald Trump a dit on ne veut pas de ça, c'est des accords de libre-échange, c'est mauvais, mais c'est ce qui était intéressant dans cet accord-là, qui était sous le régime Obama. Il y avait des demandes très particulières de reconnaître le droit international du travail dans le cadre de l'accord de partenariat transpacifique, avec une transition de 5 ans pour y arriver. Et j'y étais parce que j'ai travaillé avec l'OIT pour mettre en place un plan pour y arriver. Je vais demander à Mme Martin, compte tenu de ce que ont dit et M. Maurice et Mme Delano, la question de savoir si les multinationales, les transnationales, les grandes entreprises ne sont pas devenues des sources de droit contre le droit et contre la validité du droit et de la norme. Des sources de droit contre le droit. Avec les accords cadres, les codes de conduite. Et contre la validité du droit. Laissez-moi juste prendre ma souffle. Les sources de droit contre le droit. C'est sûr que si on regarde, si on prenait un regard économique 2 secondes et on regardait la force de certaines multinationales, et si on faisait un calcul des plus grands ensembles économiques, pas juste les pays, mais les entreprises, on trouverait beaucoup d'entreprises dans cet ordre, dans ce classement-là, et avant que bien des pays soient nommés dans le classement des richesses mondiales, on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans les pays les plus pauvres. Alors, les entreprises, si on les imagine comme un ensemble économique, ont plus de pouvoir.
que bien des États. Elles ont aussi elles sont d'une source normative énorme. Et c'est ça qui est à la base de bien des pratiques de la RSE. Les entreprises sont une source d'encadrement régulatoire immense que peu d'États peuvent en vivre. Si vous pensez aux chaînes de valeur, d'être capable d'identifier le soulier que vous portez, de quelle entreprise il vient, de quelle usine, considérant qu'en Chine, une entreprise donnée, je ne sais pas, aller chez Gap, ils ont des milliers de fournisseurs en Chine. Et ces fournisseurs-là fournissent pas juste Gap, mais plusieurs entreprises. Alors, trouver le soulier, le pantalon, d'où il peut venir dans cet amas de biens produits à travers la planète par différents fournisseurs. Ce n'est pas un fournisseur Nike, un fournisseur Gap, c'est un fabricant de chaussures qui prend du matériel venu d'un autre fabricant et ils fournissent 3, 4 différentes marques. On a vu dans Rana Plaza, les marques pleuvaient quand tout est tombé. Alors, les entreprises ont un immense potentiel régulatoire qu'elles sont capables et qu'elles utilisent pour retracer tout ce qu'elles font et pour s'assurer que leurs fournisseurs leur fournissent les souliers, le téléphone, le bon jour au bon moment et toutes ces choses, tous ces biens-là circulent à travers la chaîne de valeur d'un pays à l'autre d'une façon ahurissante avant de se retrouver dans nos mains. Et tout ce potentiel régulatoire-là est utilisé, c'est l'idée de la RSE, de l'utiliser pour insuffler une protection des intérêts de d'autres parties prenantes. Alors oui, elles en ont. Oui, et si je peux juste ajouter à ce point-là que les entreprises fournisseurs se plaignent souvent qu'ils se retrouvent devant une prolifération des normes qui n'ont ni queue ni tête parce que ces normes ne se ressemblent pas. Et si c'est mercredi, on a une norme qui vient de telle entreprise suédoise et le jeudi, il faut telle autre norme d'une entreprise américaine et on dit mais ça n'a pas de sens. Oui. Merci. Monsieur Zini, je vais terminer avec vous sur ce point et vous demander, dans la lignée de ce que M. Deneau vient d'écrire dans son dernier ouvrage, est-ce que cette multiplicité de normes, est-ce que cette contrariété de normes, est-ce que ce jeu des normes, cette concurrence des normes, n'aboutit pas à écarter l'état de droit dans bien des États? Alors, je pense que pour ce qui est de l'édification de normes, les entreprises, et là-dessus je suis d'accord, les entreprises ont de plus en plus de place et de pouvoir pour édifier un certain nombre de normes, et ça participe d'un éclatement des potentiels normatifs et des façons de faire, que ce soit des normes de fabrication ou que ce soit des normes sociales ou environnementales, etc. Donc ça, effectivement, c'est un fait là-dessus, il n'y a aucun souci. Et ça participe d'un processus général où on voit une multiplication des initiatives pour essayer de définir ce que serait une gouvernance de la mondialisation. Et d'ailleurs, M. Deneau est déjà a critiqué aussi ce terme de gouvernance dans le cadre d'autres ouvrages, qui est souvent plus un concept qui amène plus de problèmes que de solutions. Cela dit, est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui une base sur laquelle on peut construire, je dirais, peut-être un monde un peu plus ordonné, et particulièrement pour ce qui est des normes sociales, puisque c'est le sujet sur lequel je travaille, les normes du travail. Je crois que oui, je crois qu'il en existe, et qu'à commencer par eux, pas en finissant à eux, mais en commencer par eux, ce serait un moyen peut-être de mettre de l'ordre là-dedans. Et ces normes, c'est quoi? Bien évidemment, les lois nationales qui continuent à exister, puis les États sont en principe des États de droit, un principe à géométrie variable en fonction de quel pays on se trouve. Il y a des pays qui renforcent davantage leurs lois que d'autres. Et ça, c'est un problème que les entreprises exploitent, mais pour lesquelles elles ne sont pas nécessairement les uniques responsables. Hein.
il y a les lois nationales, il y a les droits fondamentaux de l'OIT qui existent et qui sont là. Hein, et si une entreprise dit « je n'utilise pas du travail forcé », ce n'est pas de la responsabilité sociale, c'est simplement l'application du droit international public qui dit que le travail forcé, ça fait partie des principes universels qui s'appliquent sur toute la planète et qui doivent donc être appliqués quelle que soit l'entreprise, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Donc à ce moment-là, si on établit cette base de droits, de normes qui existent, qui sont, pour les deux sources que je viens de citer, les normes publiques, je pense que c'est une base fondamentale qui permet de faire passer la RSE à un autre niveau, puisque, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, la RSE commence là où s'arrêtent les lois, donc c'est aller au-delà. Et donc c'est dans cet au-delà que moi j'attends la pratique de responsabilité sociale. Bien évidemment, si c'est la responsabilité sociale, une entreprise maquillée pour défaire les droits existants, il me semble que c'est quelque chose de dangereux. Si c'est quelque chose qui, à travers la mobilisation des acteurs, évidemment les entreprises ne sont pas les seules, amène à pousser les entreprises à aller plus loin que ce que ces normes-là font émerger, à ce moment-là, ça peut s'avérer intéressant. Pousser à aller au-delà. Est-ce que, dans ce cas-là, la RSE peut servir de levier pour des stratégies syndicales? Alors, pour commencer, c'est vrai que dans la littérature de la responsabilité sociale, il y a un certain nombre d'universitaires, d'académiques, mais aussi des syndicats qui voient la RSE comme une menace, comme un moyen détourné de tasser l'activité syndicale et de donner une espèce d'image fausse de responsabilité citoyenne de l'entreprise, tout en enlevant ce qui pourrait s'avérer être, je dirais, l'entrave syndicale et le bon fonctionnement des affaires. Bien évidemment, si tel est le cas, il se trouve que ce mécanisme-là serait un moyen de limiter l'activité syndicale. Je crois que des entreprises, dans le monde des entreprises, il y a toujours eu une fraction de ce milieu des affaires très hostile à l'action syndicale. Et que ça continue, puis que ça continuera encore probablement pendant longtemps, parce qu'ils estiment que c'est quelque chose de nuisible à leur souci principal, qui est de faire des profits. Donc il y en a, et il y en a qui le font de façon tout à fait de plus en plus explicite, voire qui le véhiculent à l'échelle de leur discours, cette hostilité à l'égard de l'action syndicale. Et à ce titre, bien évidemment, il sera bien difficile de résorber ce penchant antisyndical par des politiques de responsabilité sociale, puisque la responsabilité sociale, c'est l'entreprise qui en est le véhicule. Cela dit, au-delà de ce trait permanent d'une partie du milieu des affaires, il y a un contexte dans lequel nous sommes qui, pendant longtemps, a véhiculé des idées antisyndicales. On ne peut pas remonter si loin que ça. Dans les années 80, il y a eu tout, avec l'apogée du discours néolibéral, un discours de politique publique qui a encore de l'impact aujourd'hui, et pas seulement chez les élites, mais une partie de la population qui a absorbé ce discours, qui voit dans les syndicats des travailleurs privilégiés, qui voit dans les syndicats des entraves aux réformes ou aux changements dans la société en général. Et je crois que, bien évidemment, cet environnement-là, c'est celui qu'il faut changer avant tout, pour faire avancer la cause syndicale, dans le sens où le syndicalisme est quelque chose qui a contribué à bâtir des économies prospères. Je crois que la période la plus glorieuse en termes économiques de l'histoire du capitalisme, c'est le moment où les syndicats étaient les plus forts, la période fordiste, les périodes où il y a eu la plus grande croissance économique, la période où les entreprises faisaient le plus de profit aussi. Donc,
n'y a pas une incompatibilité de principe, mais ça nécessite de remettre à jour cette idée selon laquelle le syndicalisme, c'est quelque chose qui participe non seulement du succès économique, mais d'un moyen d'instaurer des institutions, des mécanismes qui permettent une meilleure répartition des ressources et qui permettent d'avoir une certaine équité dans le cadre du système. Donc ça dépasse le cadre des entreprises, à mon avis, et je crois que le syndicalisme et les syndicats doivent prendre la RSE comme un défi qui doit être mobilisé pour dire vous êtes socialement responsable. À ce moment-là, il va falloir discuter avec nous, puisque nous sommes une partie de cette responsabilité sociale. Monsieur Murray, est-ce que vous pensez que cette multiplicité de normes permet à la RSE d'être un levier pour les syndicats? Oui, bien sûr, mais à condition que. Ça me fait sourire, mais je me rappelle d'avoir accompagné un syndicaliste d'une organisation syndicale au Québec. On n'a pas besoin de l'identifier parce que ça pourrait être n'importe lequel. Et à une activité sur le syndicalisme international à New York, et il a dit, mais vous savez, il est retraité maintenant, retraité cette personne, tout c'est là. Les gens vont me parler de leur misère et ça va certainement me rendre misérable. C'est pour dire qu'il ne voulait rien savoir. Il dit, c'est leur problème, ils doivent s'organiser et puis après on verra. Évidemment, ce n'est pas la position de beaucoup, et là, c'est plutôt intéressant à dire oui, il y a des leviers et on peut identifier de multiples mécanismes qui ont été mis en place avec un engagement vers l'international. Alors on pense, il y a toujours eu du dialogue syndical international, mais pour beaucoup, c'était du tourisme syndical. Les services internationaux, ça facilitait le voyage des dirigeants. Cela leur permettait de se former, c'est pas une critique, et d'autres le faisaient aussi, mais ce n'a pas été un engagement avec la mondialisation de la manière qu'on le voit à travers les chaînes de valeur et les entreprises multinationales. Puis par la suite, on a commencé avec des gestes de solidarité. Je pense que cela a commencé dans les années 80, autour des 84, avec les méthodos sur le plan pan-canadien et la création du Fonds humanitaire. Alors ça, c'était le premier effort, et on ne retrouve pas beaucoup d'endroits au monde, dans les pays nordiques, on le retrouve d'une certaine manière, mais pas ailleurs, où les gens se cotisent à un don philanthropique pour faire de l'action syndicale internationale solidaire. Ce n'est pas une action syndicale, c'est une action humanitaire, mais d'autres organisations ont suivi les méthodos pour créer leur propre fonds, et c'est là déjà créé des espaces, et je connais des dirigeants locaux qui ont fait des voyages internationaux comme ça, et c'est là a transformé leur vie, dans le sens que c'est là leur a donné un lien direct, un lien humain. C'est ça qui est important pour créer des gestes de solidarité. Il y a aussi une prise en compte sur une certaine période que l'affaiblissement considérable du pouvoir syndical dans une chaîne de valeur, parce qu'on peut facilement remplacer la production. Alors là, nous avons un exemple palpable au Québec où il y avait un grand conflit sur la sous-traitance en 2012 chez Rio Tinto allemand au Québec. Alors c'est dans le fond du Saguenay, et on dit il n'y avait pas tellement de liens internationaux à ce moment-là, mais ils avaient commencé à les créer. C'était le syndicat des méthodos dans ce cas-ci, ça aurait pu être un autre, mais ils avaient un avantage particulier en disant il n'est plus possible de faire un conflit avec une entreprise multinationale si on n'est pas en train de voyager à travers la planète dans les campagnes internationales. Alors là, les dirigeants locaux se sont présentés aux assemblées des actionnaires à Melbourne et à Londres, parce que c'est là leur a fait rentrer en contact avec les syndicalistes dans ces pays. Ils avaient un rassemblement international avec une centaine de représentants des syndicats de multiples pays au mois de mars 2012, je crois. Alors, c'est là représenter
une possibilité de faire des choses. Tout cela est très positif. Je peux aussi donner l'exemple de l'entreprise Carrefour et en particulier la création des alliances internationales à l'intérieur de ces entreprises pour faire pression, pour faire action, pour échanger, et en particulier le grand succès, nous avons écrit un article à ce propos dans le Journal of Business Ethics, le grand succès, c'était de favoriser une campagne de syndicalisation en Colombie, chez Carrefour. Mais c'est complexe, tout cela, et je dirais, je connais aussi des syndicalistes qui se sont investis dans l'international, et ce sont des organisations démocratiques, et les membres ont dit, mais un tel se promène à travers la planète, mais qu'est-ce qu'il fait pour nous? Ces personnes perdent leurs élections. C'est-à-dire en disant c'est une forme de sanction parce qu'elles n'arrivent pas à faire le lien entre cette action internationale et ce qui se passe localement. Puis le dernier élément que j'entrerai, c'est oui, un levier pour les syndicats, mais pour beaucoup, les RSE et les chaînes d'approvisionnement donnent lieu à de nouveaux acteurs, des acteurs, des étudiants, des acteurs, des ONG, etc. Et c'est tout un apprentissage pour les organisations syndicales d'apprendre comment travailler avec ces autres groupes, comme pour ces autres groupes qui sont souvent pas la démocratie représentative, mais c'est l'action plutôt de démocratie directe. Alors là, je vous bouger et l'autre personne dit je dois consulter mes membres. C'est logique, ça pose parfois, mais de plus en plus on voit l'émergence et même on voit des accords cadres qui sont signés à la fois par les syndicats internationaux et par les ONG dans certains cas. Le corps de Rana Plaza, que beaucoup de monde cite, n'est pas venu de nulle part. Cela est venu d'un travail de 2-3 ans au préalable au sein de Carrefour où on a dit comment mettre en place un cadre de responsabilité sociale qui négocie avec les organisations. Ça, c'est un modèle qui est plutôt intéressant, même si c'était précipité, en fait de compte, par une tragédie épouvantable. Merci, M. Murray. On va poursuivre avec Mme Martin. La question qui va dans le fil de ce que vient de dire M. Murray, c'est de savoir si, justement, la RSE permet, finalement, de renforcer la démocratie au sein de l'entreprise. Alors, la démocratie au sein de l'entreprise, c'est le vieux concept de la démocratie industrielle, à l'époque où les syndicats avaient un pouvoir au sein de l'entreprise. Et ça donnait lieu à une idée de citoyenneté industrielle. Si on prend une image de la RSE, code de conduite très limité, on peut se dire que ça enlève la démocratie au sein de l'entreprise parce que les employés ne sont plus les citoyens de l'entreprise, ne sont plus sont des parties prenantes, c'est-à-dire des bénéficiaires. On fait un code de conduite pour que l'environnement et les employés soient bien traités. Ils font partie, en fait, ils sont sortis de l'entreprise, ils ne sont que de purs bénéficiaires. Mais, est-ce que la RSE peut donner une façon aux syndicats de se réapproprier et aux travailleurs? C'est possible, mais ça prend beaucoup d'ingrédients. Le premier ingrédient qui est en train de se faire à l'heure actuelle, c'est un resserrement du filet de la RSE. Les normes de la RSE ont commencé de façon très éparse, à travers 30 ans, elles se sont resserrées et se recoupent maintenant. Tantôt, mon collègue a cité les principes fondamentaux de l'OIT. On les retrouve dans chaque code de conduite maintenant, à peu près. Bon, le problème, c'est après les précisions sur comment respecter les principes fondamentaux et on n'est pas fini le processus d'uniformisation. On les retrouve pas juste dans des codes de conduite, on les retrouve aussi dans quelque chose d'assez obscur que vous pourrez peut-être trouver que le rapport est loin avec la RSE. C'est des standards que les entreprises doivent respecter lorsqu'elles concluent un contrat d'investissement avec une banque de développement. Je ne crois pas les rues. La banque de développement européenne, les banques de développement, c'est pas la banque que nous, on va chercher notre argent, mais une compagnie minière qui veut financer un projet va à une banque de développement, obtient un prêt et en échange, elle doit signer des standards
d'investissement qui font référence aux principes fondamentaux de l'OIT. Où je m'en vais avec cette responsabilité sociale contractuelle, c'est que des travailleurs érythréens se sont retrouvés au Canada, après avoir réussi à sortir de l'Érythrée, qui est un pays qui a institué un système de travail forcé, de l'esclavage pour toute sa population. C'est un service militaire qui est renouvelable au bon gré du gouvernement et vous n'avez pas le choix de continuer à travailler jusqu'à temps que le gouvernement décide que vous pouvez arrêter de travailler. Mais généralement, vous êtes mort avant. Une compagnie minière canadienne, Neptune, a des activités là-bas. Bon, à travers ses filiales, évidemment, c'est pas Neptune 100% canadien qui est là. Alors, les travailleurs éthiopiens et érythréens qui se retrouvent au Canada poursuivent Neptune au Canada. Vous comprenez que l'utilité de poursuivre Neptune en Érythrée est nulle. Poursuivre Neptune au Canada, et comment peut-on rendre Neptune Canada responsable de ce qui se passe en Érythrée? C'est grâce, premièrement, aux politiques d'entreprise volontaires sur le site web de la compagnie qui dit « Nous nous assurons au long de notre chaîne de valeur que les principes fondamentaux de l'OIT soient respectés. » Deuxièmement, par cette espèce de contrat signé avec la Banque de développement. Alors, est-ce que les travailleurs en Érythrée deviennent des acteurs? Non. Il faut être rendu au Canada pour pouvoir mettre en place ce levier-là. Alors, ce n'est pas encore une voie qui est complètement développée, tout n'est pas fini, mais c'est une piste d'action. Puis il fallait identifier, on nous invitait à identifier des leviers, des pistes d'action, des petites choses qu'on peut faire. Alors, c'est une petite chose en développement. La grande victoire de ça, c'est que ça n'a pas encore été rejeté par les tribunaux. Mais on n'est pas rendu à obtenir responsabilité. Merci Madame Martin. Justement, Madame Delanon, on va vous poser la question. Vous avez commencé la table ronde en parlant des parties prenantes et de leur poids grâce à la RSE. Madame Martin vient de mettre la table en faisant une petite diphtongue entre ce que vous prenez au Canada ou en Érythrée. Je vous poserai la question de savoir s'il y a réellement influence des parties prenantes par la RSE sur une régulation un peu plus contraignante pour les entreprises. C'est sûr que c'est une question difficile. Je dirais que les parties prenantes, c'est un concept. C'est une façon, depuis les années 80 de concevoir l'entreprise. On la concevait comme faite d'actionnaires, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un peu plus que des actionnaires. Donc effectivement, il y a des parties prenantes internes, les employés, puis il y a des parties prenantes externes, que peuvent être les communautés locales, les partenaires d'affaires, etc. Donc quel est le poids, le pouvoir de ces parties prenantes-là? Il y a une façon de les conceptualiser en fonction justement de leur capacité à s'organiser, de leur légitimité, de l'urgence de leur demande. Et ça va beaucoup dépendre de leur force de mobilisation. Et c'est là que ça renvoie à la question du syndicalisme aussi. Est-ce que les syndicats peuvent s'organiser pour faire valoir leurs droits, leurs aspirations, leurs demandes, ou est-ce qu'ils se sentent mis en difficulté, notamment parce qu'il y a concurrence entre les territoires? Si jamais ils n'acceptent pas certaines concessions, il y a le risque que l'entreprise délocalise ses activités, qu'elle réduise ses activités au profit d'autres lieux, etc. Ce qu'on voit, c'est que parfois les entreprises sous-estiment le pouvoir de partie prenante. Je veux donner un exemple qui m'est particulièrement familier, c'est celui de la Guyane, dont je suis originaire. Puis il y a une entreprise sur laquelle j'ai beaucoup travaillé qui est le Centre spatial guyanais. Donc ça fait 50 ans qu'ils sont installés là-bas. Et puis les parties prenantes globalement locales ne se sont pas beaucoup mobilisées. Et puis il y a à peu près 2 mois, pour ceux d'entre vous qui ont suivi les nouvelles, on a parlé de la Guyane, dont on ne parle jamais, parce qu'il y a eu un soulèvement massif, avec arrêt des activités. Donc on parle de lancement de fusées européennes, russes, avec des satellites internationaux qui sont tout le temps lancés et qui là ont été cloués au sol. On parle de vingtaines de millions de pertes, etc. Pourquoi? Parce que les parties prenantes qui
très clairement été considérées comme impuissantes, non organisées, se sont structurées de manière assez inattendue. On peut prendre d'autres exemples dans le monde, au Nigeria par exemple, dans le delta du Niger, où le peuple Ogoni s'est soulevé contre Shell. Il y a eu du sabotage, des activités qui ont été largement répercutées à l'échelle internationale. Donc ce que ça veut dire, c'est que même quand une entreprise a le sentiment que les parties prenantes avec lesquelles elle est en discussion n'ont pas le pouvoir d'infléchir ses pratiques, il peut y avoir retournement de situation. Et c'est dans ce sens-là que les entreprises sont encouragées à faire un suivi des aspirations, des demandes, des requêtes des différentes parties prenantes qui ne réussissent pas toujours à s'organiser, je répète, parce qu'il y a une mise en concurrence objective des travailleurs à l'échelle internationale. Mais ce n'est pas une fatalité. Et je reviens sur ce que M. Murray disait tout à l'heure. Finalement, tout le défi du monde syndical, c'est de réussir à s'internationaliser au même titre que les entreprises ont une action mondiale le long de chaînes de valeur. Le défi, c'est ça, c'est de créer de la solidarité à l'échelle internationale, de créer des modes d'action collective à l'échelle internationale. Et on s'entend que c'est très difficile. C'est très difficile d'organiser une mobilisation internationale. Je veux dire, c'est bien beau les réseaux sociaux, c'est bien beau la dématérialisation, mais c'est pas ça qui fait tenir les gens, accepter des sacrifices. On en parlait ce matin, est-ce que des travailleurs sont prêts à accepter des sacrifices pour les futurs travailleurs qui vont entrer sur le marché du travail? Mais alors, que dire d'accepter des sacrifices pour des travailleurs qui sont ailleurs dans le monde? Donc ce sont de vrais défis pour l'action syndicale, mais en même temps, je pense que c'est inévitable. Si les travailleurs ne s'organisent pas à l'échelle internationale, ils prennent le risque de ne jamais réussir à contraindre les entreprises à tenir compte de leurs demandes et de leurs aspirations. Donc je crois que c'est un vrai défi, il n'y a pas de réponse. Je ne crois pas tellement que la RSE offre des leviers, mais je crois qu'elle crée des défis, elle pose de vrais défis à l'action syndicale. Et ce qui nécessite qu'on sorte de la logique peut-être de tourisme international pour aller vers une action véritablement internationale. Et je dirais que moi je suis de nature optimiste, donc j'y crois, mais en même temps ce qu'on voit aujourd'hui c'est plutôt un repli, des replis nationalistes de manière générale, la volonté de protéger ses travailleurs localement contre les risques internationaux. Et ça, il va falloir lutter contre ça au niveau des travailleurs pour qu'ils aillent au-delà de cette logique de repli, de raisonnement purement national, pour comprendre que leurs intérêts passent aussi par la défense des intérêts des travailleurs qui sont loin d'eux et qu'ils ne rencontreront jamais. Précisément, Madame Delannoy, merci. Si justement il faut sortir de ce repli, si on repart de ce que me disait Madame Martin sur la différence entre une action en Érythrée et une action au Canada, cette différence de succès, de taux de succès et d'avantage de ce que ça allait rapporter, si on s'attache à l'idée de tourisme, est-ce que la RSE n'est pas plutôt un moyen de pérenniser les différences entre zones, entre milieu social, entre puissance économique, entre puissance juridique? Est-ce que c'est pas un monde à plusieurs vitesses que ça permet de se tenir, voire la contre? Si on se place dans une logique mondiale, plus qu'internationale, la RSE justement peut contribuer à réduire. Elle a le potentiel. J'aimais bien l'idée de potentiel dont M. Zimmer a parlé. Elle a le potentiel de réduire justement la fracture entre le nord, le sud, les nord, les sud globaux, notamment parce que à travers la RSE, on peut viser des standards à l'échelle d'une industrie, par exemple. On le voit à travers des initiatives comme le UN Global Compact, le FSC, la norme FSC, Forest Stewardship Council. On le voit avec l'initiative transparence dans l'industrie extractive. La logique, c'est celle de se dire
à l'échelle d'une industrie complète. Donc peu importe les frontières nationales, on se donne des standards que l'ensemble des entreprises qui adhèrent à ces normes-là vont vouloir respecter. Donc en théorie, il y a le potentiel de réduire le comportement différencié des entreprises en fonction du lieu où elles se trouvent. Maintenant, est-ce que ça se fait aussi facilement qu'en théorie? Évidemment que non. Premièrement parce que la capacité de vérifier ce que font les entreprises est plus difficile dans certains lieux que dans d'autres, notamment à travers le travail des ONG internationales qui peuvent avoir un accès difficile à certains lieux pour voir comment des normes sont mises en œuvre, les tierces parties qui peuvent vérifier, faire des audits des pratiques des entreprises peuvent être moins nombreuses dans certains lieux, ce qui là encore crée des disparités entre les territoires. Donc là encore, je pense qu'il y a une différence à faire entre le potentiel, le volet plus théorique de ce que permettrait d'atteindre la RSE, puis la réalité de terrain qui parfois est moins reluisante qu'on ne le voudrait. Mais c'est un processus et moi, je crois que justement, la RSE a cette possibilité-là de réduire la vulnérabilité de certains territoires, de certains travailleurs sur certains territoires, en mettant en place des normes qui s'appliquent à tous et qui dépassent les frontières géographiques. Merci Madame Doinon. Monsieur Zimé, si la RSE a le potentiel d'établir en fait des normes qui s'appliqueraient à tous et donc de réduire les différences, est-ce qu'on peut considérer qu'une RSE sur le long d'une chaîne de valeur serait un instrument de protection? Alors, je vais reprendre cette idée, puis je vais commencer par la réponse que j'avais à la question, le pouvoir des entreprises. Les entreprises ont du pouvoir, c'est un fait. Contrairement à ce que prétendraient justement la vision utopique des théories économiques les plus orthodoxes, les entreprises ont du pouvoir, mais pas seulement un pouvoir de marché, un pouvoir sur les normes, sur les règles du jeu qui sont mises en place. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Il y a deux choses qui viennent avec le pouvoir. La première, c'est comment l'utiliser. Parce qu'on peut utiliser son pouvoir de façon bienveillante. Est-ce que c'est comme ça que ça se fait dans la vraie vie? C'est un autre problème, mais comment l'utiliser? Et le pouvoir, ça vient avec la responsabilité. Ça, c'est les deux choses sur lesquelles je voulais revenir. Et il y a plusieurs scénarios qui peuvent, à ce titre-là, se matérialiser. Le premier scénario, ce serait ce que j'appelle le scénario du réseau cauchemar. C'est quoi le scénario des réseaux cauchemars? C'est ce qu'on peut entrevoir de certaines pratiques d'entreprise. Donc, on n'est plus dans le modèle hiérarchique où les entreprises sont structurées de façon avec des niveaux de décision très très bien établis et un contrôle sur chacune des décisions par le haut de la hiérarchie. On est dans un modèle décentralisé où l'entreprise contrôle des brevets, une marque et délègue tout le reste à des parties prenantes, une entreprise qui va fabriquer des semelles, une entreprise qui va fabriquer des lacets, etc. Et on met tout ça ensemble et on applique la marque qui va permettre à la marchandise de se vendre par la suite. Donc, pourquoi je parle de réseau cauchemar, c'est qu'une façon de faire aboutir ce modèle-là, c'est de dire, bon, ben, on a un réseau, donc c'est supposé être sur une base d'égalité entre les membres du réseau. Bien évidemment, dans le réseau, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Les titulaires de la marque et des brevets ont le gros bout du bâton, bien évidemment. Et ça permet, en même temps, fonctionnement en réseau, de dire, ah, il y a du travail forcé dans telle usine, c'est pas ma faute, c'est l'entreprise qui est très très loin de chez nous, sur lequel on n'a aucun contrôle, qui pratique le travail forcé. Malheureusement, ça aboutit sur nos souliers, mais on n'y peut rien. Donc, en quelque sorte, finalement, on a le pouvoir, mais on n'a pas la responsabilité qui vient avec le pouvoir. Et je pense que ce scénario réseau cauchemar est dangereux parce qu'il alimente la deuxième hypothèse qui est le repli. Le scénario du repli qu'on voit, cette façon d'organiser l'économie, ce qu'elle peut faire, c'est marquer les esprits des citoyens, des consommateurs, des travailleurs qui perdent leur emploi dans les économies
au nord et parfois même au sud, et en marquant cet imaginaire, les amener à choisir des options populistes dans lesquelles, puisque cette ouverture tous azimuts ne nous convient pas, ben on se ferme, puis on fait chez nous, et ce ne sera pas nécessairement ce deuxième scénario. Donc quand je dis qu'il y a une responsabilité, c'est si on privilégie cette possibilité du réseau sans imputabilité, on va avoir la conséquence politique qui va venir à un moment donné ou à un autre, qui ne sera pas nécessairement bonne, ni pour les citoyens, à mon avis, ni pour les entreprises qui vont finir par en payer le prix, puisque s'ils plaident autant pour l'ouverture économique, j'imagine que la fermeture va leur coûter quelque chose au bout du compte. Donc, à ce titre-là, je pense que ces entreprises elles-mêmes devraient prendre conscience qu'elles n'ont pas intérêt à ce que ce scénario se perpétue. Alors, ce qui nous reste comme possibilité, et la responsabilité sociale peut participer d'un mécanisme pour construire un nouveau scénario, ce serait deux choses. Un levier de co-développement dans lequel on prend en compte les parties prenantes et les instances syndicales au premier abord, je pense que ça fait partie de la solution, et donc dans lesquelles on prend en considération dans les stratégies pas seulement la quantité d'argent qui va finir dans la poche des actionnaires, mais un ensemble d'objectifs qui assurent un certain nombre, je dirais, de décence dans le cadre des conditions de travail et des conditions environnementales de la production. Donc ça, c'est le levier de co-développement. Et on s'assure d'une imputabilité globale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en marché un soulier avec sa marque, tout ce qui se passe à l'intérieur du mécanisme de la production de ce soulier-là, de ce chandail-là, ou toute autre chose, ben, ça rentre dans sa responsabilité. Donc il faut être capable de trouver un levier pour assurer la mise en œuvre de règles qui soient acceptables. Je crois que c'est le scénario sur lequel il faudrait se plancher pour être capable de faire émerger une pratique viable à long terme. Donc, pour terminer sur cette possibilité-là, j'imagine que lorsque une entreprise de souliers dont on parlait tout à l'heure prend un contractant, il y a un cahier des charges de la semelle, il va falloir qu'elle soit fabriquée à partir d'un certain nombre de standards techniques très précis, avec des technologies très précises. Alors, je ne vois pas où serait le problème d'applicabilité pour que ce soit d'autres normes qui soient incluses dans le cadre de ce cahier des charges. Voilà. Merci, M. Zini. On va passer à Mme Martha. On va rebondir sur ce que vient de dire M. Zini. Si le long de la chaîne, une entreprise mère peut imposer un certain nombre de normes et que M. Zini suggère que ça puisse transformer les choses, est-ce que la RSE peut être considérée dans ce cas-là comme un instrument d'amélioration des conditions de travail, des normes de travail dans certaines zones comme l'Érythrée qui pratiquent le travail forcé? On va commencer par les choses plus petites. J'aime bien commencer par les choses très petites. Alors, vous voulez faire du yoga et acheter un tapis de yoga qui n'ait pas été fabriqué dans des conditions exploitant les gens. Ça m'apparaît plus facile de réglementer les tapis de yoga. Premièrement, je veux dire, ça semble assez de base, un tapis de yoga. C'est long, carré, et les couleurs varient à peu près tout. Mais quel est l'ingrédient qui m'apparaît intéressant du tapis de yoga? C'est premièrement le consommateur de tapis de yoga, ou en fait la consommatrice, dans 76% des cas, si j'en peux juger mes cours de yoga. Cela dit, les gars qui sont là sont vraiment bons. Alors, la consommatrice qui veut faire du yoga va acheter son tapis de yoga à, je ne sais pas trop, moi je suis allée chez Canadian Tire, mais prenez-moi pas comme modèle. Allez, Surtout. non, ni au yoga, ni comme consommatrice de tapis de yoga. Mais j'imagine que celle qui va plutôt, donnez-moi une entreprise, Lululemon, son expérience de yoga serait moins bonne si elle le faisait sur un tapis fabriqué par des enfants. C'est possible? On va le présumer. On va présumer que donc pour la plupart des consommatrices de tapis de yoga, il y a une importance à ce que le tapis soit fabriqué dans des conditions à peu près correctes. Je ne dis pas qu'elle
à l'heure actuelle, qui que ce soit sans souci chez les gens qui achètent des tapis de yoga. Mais on a plus de chances de trouver s'il y a quelqu'un qui s'en soucie et qui ne fait pas ce devoir, comment dire, c'est pas le devoir d'aveuglement volontaire, c'était juste l'aveuglement volontaire, qui ne fait pas partie de l'aveuglement volontaire dont Grégoire parlait. On peut les trouver chez les consommateurs de tapis de yoga ou de souliers Nike qui veulent faire la course et qui ne veulent pas se dire qu'ils sont en train de piler sur des souliers fabriqués dans le sang. Donc, potentielle amélioration à l'aide des chaînes de traçabilité chez les consommateurs de tapis de yoga. À condition que quoi? Donc, à condition qu'ils se situent dans une... comment dire? Qu'ils vont aller dans une entreprise qui s'adresse à eux. Lululemon, bonne chance, eux devraient avoir un souci que ce ne soit pas produit avec des sweatshops. Canadian Tire, Walmart, beaucoup moins grande chance qu'ils s'intéressent à comment ont été produits leurs tapis de yoga. Pour prendre l'exemple de Walmart, la politique du plus bas prix, ils vont s'intéresser surtout au plus bas prix. Donc, si on peut évité le travail forcé, on peut le faire, mais si entre deux fournisseurs de tapis de yoga, il y en a un qui a des coûts plus bas, ben, je pense que malgré le fait qu'on soit capable d'implanter la traçabilité, on ne le fera pas. Mais là, je vous ai juste parlé de tapis de yoga, de souliers de course, et on est tous dans des pays, dans des magasins, dans le first world, dans le premier monde, dans nos pays occidentaux. On n'a pas acheté aucun produit qui ne sont pas des produits de consommation, qui s'adressent à fabriquer du caoutchouc et demander aux entreprises qui font des pneus, est-ce qu'elles ont un souci de savoir d'où vient leur caoutchouc? Aucun. Et les gens qui achètent des pneus à la fin du processus ne veulent pas savoir que leurs pneus sont en caoutchouc. Donc, les produits de consommation peuvent être réglementés comme ça. Peu d'espoir pour les produits non de consommation. À moins qu'on ait quelque chose par une initiative pour cette industrie-là. Donc, le monde qui va être protégé par la RSE va être divisé pas juste en quatre. En quatre, ça paraît très simple. Divisé selon, est-ce que vous travaillez dans un créneau de matières premières ou de produits de consommation? Est-ce que ces produits de consommation-là sont dessinés dans un magasin pour jeunes femmes bien pensantes ou non? Troisièmement, est-ce qu'ils sont situés dans des magasins pour consommer par des gens du premier monde qui se sentent vaguement coupables des affres du colonialisme? Parce que si c'est une entreprise chinoise qui va vendre à des consommateurs chinois des produits faits en Afrique, il n'y a pas la même sensibilité. Je ne dis pas qu'il ne l'aura pas dans 30 ans, mais ils se sentent pas coupables du colonialisme. Alors déjà, à la base, il n'y a pas cette sensibilité-là. Donc, c'est un monde subdivisé, moi je dirais 30 000 probablement niches différentes, et peut-être que sur ces 30 000-là, il y en a 3 ou 4 qui vont être réglementés par le critère. Merci Madame Martin. On va terminer avant peut-être des questions par Monsieur Murray. Alors, je dirais que le verre n'est pas seulement presque vide, mais c'est craqué. Je vais juste vous poser une question, synthèse. Je vais vous demander si la RSE, dans ce monde écartelé que vient de décrire Madame Martin, 50 vitesses, on va dire, est-ce que la RSE, à terme, a une chance de permettre un dialogue social plus articulé entre des acteurs de l'emploi qui ne sont plus simplement les acteurs traditionnels, les 4-5 acteurs que l'on a dessinés, mais une multitude d'acteurs de la relation d'emploi, et donc un écrasement de ces multiples vitesses à terme. Oui, mais à condition de la bonne œuvre des finissantes et des finissants en relation industrielle. Et c'est pas seulement une blague. Il y a une étude intéressante publiée dans l'American Sociological Review en 2015 de McDonald et al. C'est intitulé A Dynamic Process Model of Private Politics, Activist Targeting and Corporate Receptivity to Social Challenges. Et alors, grosso modo, un modèle dynamique
des politiques privées, des processus politiques privés, c'est l'étude des militants et la réceptivité des entreprises. Et grosso modo, ils avaient étudié, réussi un échantillon, c'est pas une étude exhaustive, mais un échantillon de 300 entreprises des 500 plus grands de l'index Fortune. Et c'est intéressant parce qu'ils arrivent à établir que les entreprises qui subissent des attaques multiples sur le plan éthique, responsabilité sociale, doivent adopter des postures défensives et développer des outils stratégiques qui visent à mieux gérer ces attaques sur le plan normatif. Ça ne surprend pas. On est sous attaque, qu'est-ce qu'on fait? Mais leur constat, c'est que ces outils habilitent le rôle des tierces parties et augmentent ainsi la responsabilité sociale et à leur tour, en raison de ces outils, le positionnement d'entreprise et l'introduction des tierces parties augmente la réceptivité des entreprises à ces normes. Alors, ça c'est plutôt un regard positif, c'est-à-dire plus il y a des attaques, plus les entreprises doivent se défendre, plus ils développent des outils pour le faire, et ces outils forcément finissent par impliquer des tierces parties, des parties prenantes, souvent externes, et de ce fait même, on finit par avoir un dialogue quelconque. Alors, il ne faut pas trop faire avec une solitude, mais c'est un processus qu'on peut observer. Évidemment, les problèmes identifiés par Isabelle des créneaux différents, Naomi Klein avait déjà identifié il y a quelque temps, il est clair que les entreprises les plus vulnérables sont les entreprises qui vivent de leur marque. Parce qu'à vrai dire, si vous voyez Coca-Cola, le coût de production par rapport au coût de marketing, l'écart est énorme. C'est-à-dire, le produit, comme avec Nike aussi, vit de son marketing. On achète la marque, on n'achète pas le produit. Et dans ce sens-là, ces entreprises sont plus vulnérables. Il est plus difficile pour les entreprises de cuivre, surtout s'il s'agit de cuivre recyclé. Alors, d'où ça vient? Est-ce qu'on le fait? Quelle est la traçabilité de ce produit, etc. Quoique Nolivé a parlé du Forest Stewardship Council. Alors ça, c'est du bois. C'est quand même une question quand vous allez chez IKEA et vous achetez des produits pour mettre vos livres, etc. Mais là, c'est la question de l'origine du bois qui est là. Alors là, c'est quand même une question de traçabilité. Si cette question se pose chez Mercedes, mais ça se pose sérieusement dans ce cas-là. Donc, on peut avoir un espoir, mais peut-être avec des outils multiples, dans le sens que oui, la réponse à la question est oui, bien sûr. C'est une moyenne de pérenniser le pouvoir des entreprises. C'est justement pour ça qu'ils le font. Et par ailleurs, il y a beaucoup de gestionnaires qui ne veulent pas être mauvais non plus. C'est-à-dire, et c'est là un effet de cercle vertueux où l'entreprise gère son talent, vous connaissez le discours, et c'est vrai, en ayant une marque éthique qui dit c'est un lieu où je souhaite travailler, c'est beaucoup plus intéressant. Mais, et c'est là où on arrive au mais, je pense, aux multiples vitesses, sans le pouvoir public, l'entreprise, c'est le pouvoir public plus l'acteur privé qui arrive à apprivoiser le pouvoir de l'entreprise. Et ce n'est pas seulement sur la question de normes éthiques pour l'environnement ou pour le travail. Starbucks UK, entre 1998 et 2011, avait des revenus de 3 milliards de livres sterling. Ils ont payé 8,6 millions en taxes. Amazon UK, entre 2009 et 2011, sur des revenus de presque 8 milliards et 15 000 employés, ne payaient pas un sou en fiscalité. Et Apple, le taux d'imposition
est de 2% sur les 60% de ses revenus globaux, parce que c'est situé en Irlande. Alors, c'est hermétique, il y a des normes fiscales, il y a des normes, c'est très relié au pouvoir des entreprises. On ne peut pas séparer seulement les normes du travail sans regarder plus globalement comment on arrive à faire une gestion transnationale. Alors, les organismes internationaux arrivent tranquillement. On avait le chef de la Caisse de dépôt qui a dit avant-hier, non, mais il ne faut pas trop s'occuper des abris fiscaux pour nos investissements. Mais ça, ce n'est pas acceptable pour nous. Et nous avons un pouvoir étatique et public pour mettre une norme. Une des choses qui est frappante, on aime critiquer la Chine, mais la Chine, si on voit le revenu par habitant, malgré les écarts de richesse qui s'accentuent, le nombre de personnes en pauvreté et le salaire moyen des salariés dans toutes les industries ont augmenté de manière significative. C'est parce que l'État est fort, le pouvoir étatique est fort, est en mesure de dicter des choses. Là, on va du côté du Mexique. Et la réponse de Donald Trump à l'égard du Mexique et la réponse des travailleurs américains aussi. Et un des problèmes au Mexique, c'est que l'État a été faible ou facilitateur, et le Mexique se retrouve dans ce piège qu'on appelle le piège du revenu moyen, mais c'est pas forcément du revenu moyen. Autrement dit, le salaire réel des travailleurs mexicains n'augmente pas beaucoup. Ça diminue quelque peu aux États-Unis, et dans les deux cas, cela est relié à l'action étatique et le pouvoir de l'entreprise. Alors, il faut imaginer qu'arriver à de multiples vitesses, oui, mais il faut imaginer qu'il y a des acteurs qui doivent s'organiser, qui doivent se mobiliser. Il y a des institutions, il y a l'action étatique, et ça prend une combine des actions étatiques pour faire en sorte que ces mécanismes fonctionnent mieux. Il y a un processus qui est en cours sur le RSE. Je pense que c'est positif, mais ce n'est pas seulement le RSE, c'est tout qui l'entoure dans l'effort de faire de la régulation sociale, comme on a déjà tenté de faire dans les décennies antérieures, mais ici, c'est tout complexe en raison du caractère transnational et de l'affaiblissement de certains États à ce propos. Merci beaucoup. On a défini ce que c'était. On a défini comme étant toute initiative organisationnelle au-delà de la législation. Donc ça vient à dire que c'est toute initiative patronale visant à se soucier d'avoir des considérations pour le bien-être des employés, pour le bien-être de l'environnement, de la collectivité. Cette définition, essentiellement, ça s'inscrit dans la notion d'altruisme. Est-ce que ces deux concepts peuvent être employés ensemble? Je pense que ça viendra aussi en même temps orienter tous les questionnements subséquents. Je voulais savoir ce que vous pensez par rapport à ça. Si je peux répondre rapidement, juste si on va voir les gestionnaires de Nike, ils disent on s'en fiche de l'altruisme. Donnez-nous le business case social. C'est ça qu'ils veulent savoir. Alors, c'est diminution de risque, c'est protection de la marque et c'est anticipation de l'évolution du cadre régulatoire, surtout avant les autres. Et ils le voient comme ça. Alors, ils ne s'intéressent pas au caractère altruiste de la chose. Et dans ce sens-là, on crée une incitation pour l'entreprise de mieux se comporter en fonction des normes sociales. Mais c'est face aux contraintes et c'est face à la rapidité de leur réponse en disant on va mieux faire que les autres. Ce n'est pas toujours le cas, et comment c'est implanté sur le plancher de l'usine pour les personnes qui confectionnent des espadrilles ou des casquettes, c'est autre chose, mais ils ne le voient pas comme altruiste. Qui ne veut pas dire, la question n'est pas mauvaise, mais c'est simplement pour mettre une autre perspective quant au caractère altruiste de comment les entreprises le voient. Et pour beaucoup, pour les institutions financières, s'il y a un désastre
environnemental, c'est mauvais. Pourquoi? Pour le public? Peut-être, on ne sait pas trop. C'est mauvais pour le rendement. C'est-à-dire, il y a un risque à l'investissement et il faut faire attention. Alors, quand j'ai parlé avec des entreprises, dans une entreprise minière, on a dit il fallait vraiment sensibiliser notre monde. Les gens veulent être altruistes, mais c'était le business case. C'est diminuer le risque. Et si on est en train de polluer l'eau, mais ça ne marche pas, parce qu'après, ça va nous rebondir et on va dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait attention à ça? Alors, c'est comment aller chercher des externalités et les rendre des coûts internes. Ça, c'est la logique des économistes à l'égard de la responsabilité sociale. Je vais céder la parole à M. Sini. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que ça revient à un débat pluricirculaire qui repose sur une prémisse initiale tout à fait simple. Il y a deux principes fondamentaux qui dirigent notre société dans deux directions différentes et qui cohabitent. C'est d'un côté l'économie de marché et le capitalisme, et de l'autre côté c'est la démocratie. Ce sont deux principes qui, très régulièrement dans l'histoire, se rentrent en contact et on cohabite tant bien que mal, des fois bien, des fois moins bien, des fois plus d'un côté que de l'autre. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est répété à travers l'histoire. Mais pour revenir sur ça, justement, j'ai parlé tout à l'heure de la période de l'ère fordiste. Il ne faut pas oublier qu'en partie, cette ère fordiste, elle a émergé sous contrainte. Les entreprises ont accepté ces règles du jeu, parfois parce qu'elles n'avaient pas le choix. Je donnerai l'exemple de la France où les forces de la résistance, vous voyez que le patronat n'avait pas toujours été du bon côté dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a été contraint à accepter les règles du jeu dans un contexte de guerre froide où la menace potentiellement communiste pouvait aussi être une alternative qui avait une possibilité, c'était une probabilité, c'était pas quelque chose d'absolu, ça laissait augurer qu'il fallait faire quelque chose. Donc ce contexte-là, c'était une contrainte, mais le patronat dans les années 50, on peut regarder les chartes, et à ce moment-là, ils reconnaissaient que la sécurité sociale c'était légitime, ils reconnaissaient, donc ils ont accepté au bout du compte, ils ont intégré cet esprit qu'il y avait leur droit à faire des profits était contraint par un ensemble de règles du jeu qui s'articulaient à l'échelon des États-nations. Et en gros, ce qu'il revient de faire aujourd'hui, c'est de trouver des mécanismes qui permettent, qui balisent l'activité des entreprises, qui leur fassent, qui les amènent à comprendre qu'il y a des contraintes auxquelles il faut qu'elles fassent face. Et à mon sens, c'est un mécanisme comme un autre que la responsabilité sociale pour amener ce niveau de contrainte qui n'est plus à l'échelon des États-nations, mais à l'échelle globale. Je vais passer la parole à Madame Delano, qui souhaite aussi vous répondre. Oui, je vais essayer d'être brève parce qu'il y a des éléments très importants qui ont été apportés dans les précédentes réponses. C'est une question qui fait débat encore aujourd'hui parmi les chercheurs en responsabilité sociale. Est-ce que c'est un enjeu éthique? Est-ce que ce qui compte, c'est ce que devraient faire les entreprises pour répondre à des enjeux normatifs? Est-ce que c'est plutôt le business case? Est-ce que l'entreprise doit uniquement se soucier de ce qui fait du sens du point de vue purement managérial? Évidemment, on s'entend là, c'est le gros de la RSE, c'est du business case. Les entreprises, elles entendent et acceptent de s'engager dans la RSE, en général parce qu'on est capable de leur dire vous allez en bénéficier de telle façon, ou alors vous allez réduire vos risques en faisant de la RSE, ça va vous donner une meilleure image de marque, ça va satisfaire vos communautés locales, ça va faire en sorte que le gouvernement ne va pas empiéter sur votre espace pour légiférer, etc. etc. Néanmoins, je rejoins ce que M. Zini disait tout à l'heure, ce qu'il faut voir, c'est que l'entreprise aujourd'hui a beaucoup de pouvoir. Elle occupe beaucoup d'espace et à ce titre, elle a une responsabilité. Le pouvoir implique une forme de responsabilité et dans différentes sociétés, il va y avoir des conceptions différentes de ce que représente cette responsabilité qui accompagne le pouvoir croissant des entreprises. Et ça, c'est le fruit d'arrangements institutionnels, de contrat social qu'on va avoir dans une société lambda, que de se dire, nous, on estime qu'une entreprise doit
avoir tel type de comportement dans notre société. Et on voit qu'il y a des schémas très différents, par exemple, entre les États-Unis et l'Europe, où la responsabilité sociale en Europe est beaucoup enchâssée dans des arrangements avec les différents acteurs, gouvernement, syndicats, société civile, etc. Tandis qu'aux États-Unis, ça va être beaucoup plus volontaire. Donc il y a des traditions différentes, mais la logique derrière, elle est toujours la même. Comment est-ce que des acteurs qui ont énormément de pouvoir doivent contribuer au bien commun? Parce que autrement, si elles ne font que ponctionner et créer des externalités négatives sans jamais créer des externalités positives, au bout d'un moment, le législateur peut décider d'entraver leur action, ou en tout cas leur liberté. Et ça, évidemment, les entreprises ne sont pas friandes de la régulation. Donc, au-delà de l'altruisme, c'est la notion de contribution au bien commun, à ce qu'on estime en tant que société comme étant un contexte favorable à l'épanouissement des gens, à la prospérité, etc. Et ça, c'est évidemment très mouvant, ça évolue dans le temps. C'est pas stable, c'est la négociation constante. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est vous? Moi, je me questionne sur légiférer. Je trouve que j'ai dit hier que je trouvais que c'était une bonne chose, puis je regarde des compagnies comme Walmart, Dollarama, Walmart qui est responsable du déficit économique, comment ils appellent ça, le déficit avec la Chine, là, le déficit, comment ils appellent ça? Commercial. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, et là, je me dis, Walmart, est-ce que ce serait vraiment une compagnie qui, par elle-même, va décider d'être responsable socialement? Alors, moi, j'ai de la misère à croire ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut légiférer pour aider des entreprises comme celle-là à faire un pas en avant. Alors, si je prends Walmart qui vend des gros pots de cornichons, vous avez déjà entendu ça, sans doute, si vous êtes allé chez Walmart. Moi, je suis déjà allée là dans les années 80. La première fois que j'ai vu un Walmart, je capotais. Je disais, hey, mon Dieu, envoyez-moi chercher un autre panier d'épicerie, c'est pas cher. Puis, j'étais aux États-Unis, j'avais jamais connu Walmart. Quand j'ai connu Walmart par après, où est-ce qu'il y a une plainte en relation de travail à toutes les 20 minutes, où est-ce que du monde qui travaille chez Walmart, on l'a dit hier, ont besoin de paniers de Noël pour vivre, où est-ce que les employés vont dans des banques alimentaires, etc. C'est pas vraiment la compagnie assistée comme étant vraiment une RSE. Donc, là, on parle beaucoup des compagnies et on parle des compagnies, mais qu'en est-il, d'après vous, en ayant écouté M. Savia hier, de la responsabilité sociale des teachers, des owners, de notre caisse de dépôt, etc., par rapport à être socialement responsable? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Je sais qu'on ne parle pas des entreprises, non, mais on parle des fonds de retraite parce que les entreprises, on sait qu'il y en a qu'on ne changera jamais. GE est beaucoup plus puissante et que, comme vous avez dit, si on parle des entreprises avec des PIB de pays, il y a GE est pas mal en haut de plusieurs pays. Hein? Bon, alors Walmart, la même affaire, puis les gros de ce monde aussi, mais ces fonds de pension-là, qui n'investissent pas vraiment de façon responsable, qu'est-ce que vous en pensez aussi de ce que M. Savia a dit? Allez-y, vous demandez ça, oui. Mais c'est clair que les fonds de pension sont des investisseurs, des actionnaires importants dans plusieurs entreprises. Et en fait, la majorité des actions des grandes entreprises sont détenues par des fonds de pension d'une façon ou d'une autre. Que ce soit des fonds comme les teachers, des fonds institutionnalisés, ou que ce soit vos REER que vous avez investi dans une banque et que la banque vient finir par investir dans une compagnie. Et c'est sûr que c'est important, c'est vraiment important de souligner leur existence, leur responsabilité, parce qu'actuellement, les entreprises sont dirigées en fonction des actionnaires, en fonction d'augmenter la valeur actionnariale. Et les fonds de pension recherchent aussi le meilleur investissement parce qu'ils sont dans une logique, on n'est pas dans l'altruisme, on n'est pas dans la méchanceté non plus. Il n'y a personne qui est méchant. Ils veulent, pour leurs futurs retraités, leur garantir les meilleurs revenus de retraite.
Et si la Caisse de dépôt ne fait pas tel pourcentage, dans la presse, tout le monde se demande, mais est-ce qu'il est bon, M. Sabia? Et on conclut, ben, peut-être qu'il n'est pas si bon que ça. Si on a fait 13 quand l'indice minimum, c'est 14 l'indice moyen. Sans se poser la question, où ils ont investi l'argent? Et il existe un souci de responsabilité sociale des investisseurs qui regroupe justement, à l'ONU, il y avait le Pacte mondial pour les entreprises, il y a la contrepartie qui existe, les principes d'investissement responsable organisés par l'ONU qui réunissent des fonds de pension, la Caisse de dépôt en fait partie, Fonds d'action était là, le Fonds FTQ de la solidarité, le Fonds Solidarité FTQ, c'était dans les fondateurs de cette initiative-là. Donc, il y a ce souci-là, il risque d'avoir des gens qui mangent de la nourriture d'animaux parce que leur retraite ne sera pas assez dorée. Alors, c'est la limite. Et ça existe. Donc, c'est la même chose pour les actionnaires versus l'entreprise. Ce que je voulais vous dire par rapport aux commissions, c'est que, j'ai arrêté, c'est que Walmart a demandé à ce fournisseur-là, fournis-moi ça pour tel prix. Ça dure une couple d'années. Après ça, ben, tu vas me le faire à tel prix, encore plus bas. Alors lui, il a produit encore plus de cornichons pour arriver à ce prix-là. Mais à un moment donné, Walmart a dit, ben là, tu n'es pas capable de me le baisser encore plus bas, ben je t'arrête comme fournisseur. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces cornichons, vous pensez? Ça pourrit dans le champ, puis il a fait faillite. Alors, mais moi, ce que je pensais de Walmart et compagnie, et un petit peu de Dollarama aussi, là, même si c'est une entreprise, je pense qu'elle est québécoise, là, qui est partie. Tu ne trouves pas grand-chose d'acheter ici, là. C'est tout fait ailleurs. Et moi, c'est ça qui m'achale. Et je me dis que des personnes qui vont magasiner chez Walmart par millions à tous les jours aux États-Unis, au Canada, c'est parce que c'est des personnes qui ont des petits revenus, qui ne sont pas capables d'aller se payer du linge ou des produits de consommation ailleurs et qui vont dans ces magasins-là. Alors, c'est dommage à dire, mais ils ont leur utilité pour ces personnes-là. Puis en même temps, bien, ça garde ces personnes-là dans une pauvreté, tant qu'à moi, parce qu'hier, on parlait du salaire minimum à 15 $. Alors, puis ça l'a un petit peu chéré. Puis l'entrepreneur qu'on avait disait, bien, il y a d'autres moyens que de nous demander à nous autres d'augmenter le salaire parce qu'on n'a pas d'aide du gouvernement. Puis, même qu'il disait que le monde pouvait quasiment vivre en commune pour s'aider. Fait qu'en tout cas, bien, il y a eu une petite dérape là-dessus, là, mais c'est correct. Là, tu sais. Mais moi, je regarde ça, puis ces personnes-là ne feront jamais partie du mouvement pour dire on n'en veut plus de Walmart. Ils en ont besoin. C'est là que je me dis, en quelque part, comment on va faire pour sortir de là quand on maintient un gros pourcentage des populations ici et d'ailleurs dans la pauvreté qui ont besoin d'aller dans des endroits comme ça? Comment on va faire pression sur les Walmart de ce monde? Moi, ça me décourage des fois. Ben, pas des fois, mais souvent. Monsieur Murray. Juste rapidement, je pense qu'Isabelle a bien répondu à la question des fonds d'investissement. Il faut reconnaître que je pense que Commerce et Teachers ont fait plus de progrès sur les normes sociales que la Caisse de dépôt, qui a été plus long dans le démarrage. Mais il faut se rappeler du Fonds de solidarité aussi. C'était une longue discussion sur les t-shirts Gildan et l'investissement qui était important. Mais et en fin de compte, Gildan a été un bon exemple parce que Gildan est devenu plutôt un des modèles. C'est pas le citoyen corporatif du monde, mais ils ont fait un progrès énorme. Et on peut quand même avoir des critiques à l'égard de leurs installations en République dominicaine, en Haïti, etc. Mais il y avait un résultat réel de la pression, et une partie de la pression, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que l'FTQ a vendu ses actions et son investissement dans Gildan en raison du coup de progrès, mais en même temps, Gildan a été en train de faire. Et pour le souligner, le Maquia Solidarity Network à Toronto a beaucoup travaillé avec Gildan à ce propos. Et une des choses pour arriver à l'autre point, c'est la question de traçabilité. C'est-à-dire, comment on arrive à identifier la provenance d'un produit. Et alors là, il y avait une réaction, mais épouvantable quand, je pense que c'était à l'époque, le gouvernement chrétien
cherchait à considérer la possibilité qui venait du Sénat plutôt, parce que c'était un sénateur qui connaissait Material Solidarity Network qui dit la chose la plus simple qu'on peut faire, c'est d'indiquer la provenance de chaque produit au Canada pour qu'on soit en mesure d'identifier dans quelle usine ça a été produit. Alors, ça n'existe pas. Et la question de traçabilité, parce que la possibilité d'organiser des campagnes et de mettre la pression part de là. La possibilité de dire ce produit vient de là. Il y a un chercheur américain, Dara O'Rourke, qui est tout à fait brillant, est en études environnementales à Berkeley, était en train de chercher des espadrilles avec sa fille adolescente, et il était très frustré parce que il était très sensible sur le plan éthique, environnemental, normes du travail, et il n'y avait pas moyen. Alors il a inventé une entreprise qui a pris une certaine ampleur. C'est une application de Good Guide. Et alors là, on peut voir la traçabilité des produits sur son téléphone en disant non, ça c'est pas bon. Et il donne au même titre que vous pouvez aller sur TripAdvisor pour savoir si un hôtel est bon ou pas. Vous pouvez aller sur le Good Guide pour savoir quelles ont été les conditions environnementales, etc. Alors, ça c'est évidemment, on vit dans une utopie où les consommateurs s'approprient de ces moyens, mais c'est en même temps la question du consommateur qui va chez Walmart, parce que c'est ça que leurs revenus permettent de le faire. Et dans le cas de Walmart, on peut dire que le business case pour du progrès environnemental a été beaucoup plus fort, et Walmart a fait du progrès considérable sur le plan des normes environnementales et relativement peu sur les normes du travail. Alors là, c'est la question, comment construit-on un business case? Est-ce que c'est seulement par le droit contraignant? Et c'est possible. Walmart est allé en Allemagne, n'a pas aimé ça et est reparti. Mais Walmart est venu au Canada, aime ça et reste là. Hein? C'est les différences. Et Walmart en Angleterre, mais pas tellement en France. Alors le droit national fait une différence, mais il y a d'autres droits qui peuvent faire une différence aussi. Alors c'est un peu de penser comment on construit ces contraintes, mais il ne faut pas vivre simplement qu'on fait une contrainte et le comportement de Walmart va fonctionner. Ça va être de multiples types de pression. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Voilà. Une question? Oui. J'ai une question brève, c'est simple. Est-ce que vous entrevoyez dans un avenir approché l'établissement, la formation d'un organisme supranational visant à réglementer la compétition mondiale, notamment pour contrecarrer l'exploitation des multinationales? Monsieur Zimou. Est-ce que moi je pense que ça pourrait être quelque chose de souhaitable? Je pense que oui. La réponse est oui. Pourquoi? C'est simple. Il y a encore une quarantaine d'années, on pouvait considérer qu'on avait des économies relativement fermées, ce qui fait que on avait des économies nationales, régler du jeu national, et on était capable de réguler ce que faisaient les entreprises parce qu'il y avait un collectif de travail qui travaillait à peu près sous les mêmes lois. Ça s'est estompé avec, je dirais, l'ouverture des frontières, avec l'expansion des réseaux d'entreprises, probablement pas de façon égale dans tous les secteurs. Il y a des secteurs qui restent des secteurs protégés, isolés, moins perméables je dirais, à cette logique de transnationalisation. Mais il n'en reste pas moins que l'économie se définit de plus en plus comme une économie globale. Et par principe, une économie de marché non régulé, c'est un tas de problèmes. Donc, si on veut une économie globale, si on veut qu'elle soit viable, hein, par principe, on devra avoir des règles globales, d'une façon ou d'une autre. Si on n'a pas des règles globales, à ce moment-là, on aura des déséquilibres. Puis, Trump, ce ne sera pas la première surprise électorale à laquelle on sera confronté. Je ne sais pas ce qui se passera après-demain en France, mais il y aura tout un tas d'autres échéances électorales qui pourront réserver des surprises peut-être encore pires que celles
que les États-Unis nous ont réservé il y a quelques mois. Donc, je crois que c'est quelque chose, je ne peux pas prédire à quel point il va falloir se rendre pour que les parties prenantes, organisations, acteurs non gouvernementaux d'un côté, les États de l'autre, les entreprises de l'autre, se rendent compte qu'il est nécessaire de mettre en place ces cadres-là, mais je crois que s'ils ne le font pas, il va y avoir des conséquences politiques à un moment donné. Madame de merci. Peut-être brièvement, moi j'abonde complètement dans ce sens-là. Je veux dire, en sciences politiques, ça fait longtemps qu'on se demande comment mettre en place des règles qui soient respectées par tous. Évidemment, ça ne nécessite pas simplement des règles, mais ça nécessite un organe supranational qui puisse s'assurer qu'elles soient respectées. Parce que c'est toujours la même chose, sinon on est dans le sans-loi. Ça, les entreprises savent le faire, les ONG, etc. Par contre, que se passe-t-il quand on ne respecte pas? Et là, il faut une force coercitive. Et c'est un vrai défi puisque chaque pays est tellement jaloux de sa souveraineté nationale que jusqu'à maintenant on a été incapable de le faire. Néanmoins, je pense également que ce qui se passe aujourd'hui et qui semble clairement être un mouvement de fond, je veux dire, ce repli-là, la crainte massive des populations qui déjouent complètement les pronostics, et nous montre qu'il y a une exaspération des gens, des citoyens du monde face à la dérégulation, à l'impunité généralisée, à l'incapacité des États à protéger à la fois les travailleurs, mais l'environnement, les règles sociales, etc. Ça amène des bouleversements que jusqu'à maintenant, dont on n'a pas pris la pleine mesure. Ici, il commence à y avoir multiplication de pays importants sur la scène internationale qui sont dirigés par des personnes qui croient au repli sur soi, au protectionnisme, qui vont créer beaucoup d'imprévisibilité, d'incertitude. Ça, c'est le cauchemar pour les entreprises. Hein. L'incertitude, le risque, l'instabilité, etc. Si ça se multiplie, peut-être, on peut espérer en tout cas qu'il y ait une volonté de trouver des réponses à l'échelle supranationale. Mais bon, voilà, ça fait longtemps qu'on en parle et moi je ne le vois pas arriver, mais je crois en tout cas que ça devient de plus en plus un enjeu majeur auquel il va falloir trouver des formes de réponse dans les prochaines années. La question est excellente. Et la question du fond. Alors, premier constat, nous avons déjà des formes de gouvernance supranationale. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation mondiale de santé. Autrement dit, ce sont soit autonomes ou soit dans le réseau des Nations Unies. Évidemment, les Nations Unies, c'est pour la sécurité, mais on ne va pas se fier trop là-dessus, quoique les dialogues peuvent donner lieu à des choses intéressantes. Alors, l'OIT oblige les gouvernements de se comporter de telle manière, s'ils sont membres sur les droits fondamentaux, et ça c'est plutôt récent, et seulement s'ils ont signé des conventions, ratifié des conventions pour les autres actions. Mais c'est une obligation à l'égard des États et non pas une obligation à l'égard des entreprises. Néanmoins, les États sont censés d'aménager leurs droits pour respecter ces normes qui sont le plus souvent des normes souples parce qu'il faut tenir compte de la disparité des niveaux de développement aussi. Qui est tout à fait logique. On ne demande pas la même chose en Norvège qu'on demande au Vietnam. À côté, il y a l'Organisation mondiale du commerce. Alors là ça commence à couper plus et quand Boeing va faire plainte à l'égard de Bombardier, inévitablement, une fois que c'est formulé par le secrétariat d'État au commerce aux États-Unis, ça va passer par l'OMC pour arriver à dire est-ce que le Canada fait ce qu'il faut faire. On a rien ici, McDonald's, qui se penche justement sur ce type de questions aussi.
il y a beaucoup de gens qui croient au social, qui ne veulent pas laisser trop de latitude à l'Organisation mondiale du commerce pour s'occuper du social, parce qu'ils ne font pas confiance. Et il y a quelques années, Pascal Lemay a été ici, il travaillait avec Jacques Delors dans la création de l'Europe sociale, il est devenu chef, directeur de l'Organisation mondiale du commerce. Ils viennent du côté socialiste en France, et il a dit, parce que je lui posais la question, le lien social, il a dit, mais honnêtement, il faut comprendre que les mêmes États qui siègent à l'OIT et qui disent qu'il faut absolument agir sur le plan des normes du travail, siègent à l'OMC et disent qu'il ne faut absolument rien faire. Alors, il dit, est-ce que le problème est au niveau supranational ou le problème est plutôt avec les États les plus puissants qui ont deux poids, deux mesures dans leur présence sur le plan international? Cela dit, il y a aussi une nouvelle génération d'accords d'échange, parfois bilatéraux, parfois multilatéraux, et comme par exemple, si on prend l'accord Europe-Vietnam, je donne ça en exemple, il y a une reconnaissance beaucoup plus affirmée des normes internationales du travail et les passerelles, comme entre le Pérou et le Canada, comme entre les États-Unis. Autrement dit, on n'est plus à l'époque de l'ALENA où ça donne rien sur le plan social. On est dans des accords où on crée plus d'espace. Alors, ça peut donner un certain espoir, mais comme je disais avant, sans des acteurs, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir des gens qui sont en train de taper sur les clous en disant vous ne respectez pas ça, vous l'avez rédigé et maintenant ça ne veut rien dire. Alors, c'est un long processus. Merci d'être venu, merci de nous avoir éclairés. Puis on va vous applaudir. Merci à vous.